Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et on se retrouve comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, pour animer ce podcast. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Dans cet épisode, on va parler du repli sur soi comme idéal de vie et de mise à distance d'un monde qui nous oppresse comme projet sociétal. On veut se sentir tranquille, se protéger de ce qui nous agresse, n'entendre que ce qu'on aime et qui nous aime, quitte à se créer une bulle ou parfois même à s'enfuir dans des mondes imaginaires. Ça tombe bien, le Covid nous a poussés à rester chez nous. Certains ont découvert qu'ils vivaient là leur meilleure vie, d'autres le savaient déjà. Oui Hélène, et comme souvent le Covid et les confinements n'auront fait que révéler et aggraver des sentiments qui préexistaient dans la population, ce repli sur les proches et ceux qui nous ressemblent, l'extérieur perçu comme une menace ou encore une vision anxieuse et incertaine de l'avenir. Chaque jour, nous déployons un véritable arsenal de protection physique et psychique pour nous protéger de ce monde extérieur. Nous devenons en quelque sorte des êtres hypersensibles et ne supportant plus le moindre frottement avec la réalité. C'est ce qu'écrit Vincent Coquebert dans La civilisation du cocon, un essai récemment paru chez Arké, livre dont on va discuter dans cet épisode. Et ça tombe à point nommé en ces temps de cocooning autoritaire généralisé. Quand je récupère mes enfants à l'école, on rentre à la maison et on fait du chocolat chaud. On s'assoit sous des couvertures et on regarde un film ou on joue. On allume toujours des bougies et les enfants se chamaillent pour savoir qui va les éteindre. Où sont les couvertures ? Oui, je veux une couverture. Voilà, je veux une couverture. On vient d'entendre un extrait de l'émission Bon baiser d'Europe de France 2 consacrée au hygge. Le hygge, j'espère que je prononce bien, c'est un art de vivre à la danoise qui est basé sur un sentiment de bien-être dans une atmosphère intime et chaleureuse. Là, vous n'aviez pas les images, mais sur la vidéo de l'extrait, on voit un feu de cheminée, un salon bien chaleureux, des plaids et des coussins. Alors, cet art de vivre infuse aussi chez nous, on le voit sur ces dernières années, un engouement pour la déco, les émissions de Stéphane Plaza pour trouver la maison idéale qui connaissent un grand succès. Le yoga et la méditation n'ont jamais été autant pratiqués. Mais plus largement, en fait, on est entré dans des modes de vie où, si on le souhaite, on peut se mettre dans une bulle et avoir des contacts très limités avec d'autres personnes physiques. On peut se déplacer en Uber et plus en transport en commun. On peut passer ses soirées devant Netflix et adorer ça. On peut ne plus se rendre dans les magasins et se faire livrer les courses ou toutes les autres choses dont on a besoin. Et même les SUV qui sont complètement contre-écologiques connaissent des chiffres de vente absolument faramineux parce qu'ils permettent de recréer une bulle même en étant sorti de sa maison. Alors oui, comme tu l'as dit Hélène, beaucoup de tendances dans le domaine de la consommation vont dans ce sens du repli et de la création de bulles. J'ajouterai quelques exemples tirés du livre de Vincent Coquebert. Par exemple, la réduction du périmètre de jeu des enfants. Vincent Coquebert explique qu'au début du XXe siècle, ces enfants pouvaient encore aller pêcher seuls à 10 km de chez eux, sans surveillance, que dans les années 70, la majorité d'entre eux se rendaient seuls à l'école primaire, alors que de nos jours, ils jouent dans des parcs à revêtements souples et mous, sous la haute surveillance anxieuse de leurs parents. Ou encore ma statistique préférée, qui est le fait que la majorité des jeunes adultes a désormais peur de la sonnerie de son téléphone mobile, puisque cette sonnerie annonce une intrusion du monde extérieur dans leur bulle. Alors, nous avons interviewé donc Vincent Coquebert pour nous en dire plus sur ce phénomène. Dans l'extrait qu'on va entendre, il revient sur les origines de ce repli, qu'il date aux années 80, une décennie qui voit le paradigme du risque l'emporter dans un contexte de fin de croyance dans le progrès éternel. Il précise également que cette aspiration au confort et à la sécurité s'est diffusée dans l'ensemble des catégories sociales. Je pense que ce phénomène de repli qu'on observe chez une large part de la population, c'est pas un phénomène qui est propre à la jeunesse. C'est quelque chose qui, pour le coup, traverse les différentes classes d'âge et de plus en plus aussi les différentes classes sociales et qui trouve son origine, en fait, dès les années 80. Où durant cette décennie qui était à la gloire de la réussite pécuniaire et à la gloire de la réussite individuelle, mais où tout en même temps, on commençait déjà à voir poindre ce qu'on a appelé une certaine riscophobie, une certaine peur du risque. On a pu observer en fait les classes populaires, en fait les classes économiquement les moins favorisées, elles-mêmes être déjà dans une posture finalement de retour au foyer,
comme si quelque part cette promesse de l'émancipation pour tous et de la réussite pour tous n'ayant pas finalement été tenue, eh ben, il y avait cette idée de plus vouloir vraiment jouer le jeu de la société avec un investissement massif vers la petite maison, le petit pavillon, la petite cabane au fond du jardin. Et ce phénomène de repli domestique, en fait, qu'on a appelé le cocooning, et ensuite dans les années 90, a pris son essor et s'est massifié. En fait, n'a fait que s'amplifier, n'a fait que se diluer dans les différentes classes sociales et a été rendu désirable et possible par le numérique et par finalement ce qu'on a appelé la domiciliation de tout, que ce soit les loisirs avec Amazon et la culture, la consommation avec Netflix, Amazon, Uber en fait, et aujourd'hui même les relations sociales. Donc quelque part, ce phénomène de repli qui était une aspiration de certaines classes plutôt des classes précaires, en fait, a fini par infuser l'ensemble des classes sociales et à devenir quelque part un mode de vie et un lifestyle quelque part un peu désirable. Ouais, alors le lieu refuge par excellence, la valeur sûre numéro 1, c'est la famille. On avait cette idée de la famille, ni à névrose, problématique, la jeunesse qui veut s'enfuir de chez ses parents, qui sont relous, etc. Et bien en fait, pas du tout. Aujourd'hui, 72% des Français se disent plus proches de leur famille que de leurs amis. C'est même devenu la valeur la plus importante pour 86% des Français. Elle arrive en tête loin devant toutes les autres. Ça peut paraître assez étonnant et pourtant c'est quand même un des symptômes de notre époque et Vincent Coquebert le détaille largement dans ce livre-là. La famille aujourd'hui n'est plus le cadre rigide et institutionnel qu'il était autrefois, dans l'espèce de triptyque famille, église, école, mais c'est un lieu d'épanouissement, un lieu dans lequel on se sent bien et où chacun des individus qui la composent peut se sentir à l'aise et épaulé par les autres. Oui, et puis comme tu l'as dit, Hélène, les jeunes semblent plébisciter ce cocon familial. Hein. C'est un phénomène qui surprend très souvent les observateurs plus âgés, puisque beaucoup de statistiques, beaucoup d'études vont dans le même sens et montrent une jeunesse en fait plutôt casanière, qui n'aspire pas à quitter très tôt le domicile des parents et qui quelque part se complaît un petit peu dans cette bulle rassurante. Alors c'est vrai que ce qui a changé dans ces dernières décennies, c'est que cette aspiration au repli, elle est satisfaite quelque part et décuplée par les moyens techniques, par la numérisation des modes de vie. On peut d'ailleurs se demander si ce sont ces techniques numériques qui nous ont enfermés dans des bulles ou si c'est plutôt notre aspiration au repli qui a été facilitée et accélérée par le numérique. On a donc posé la question à l'auteur Vincent Coquebert. Par exemple, grâce à Internet, il y a une foule dans mon salon. Donc, quelque part, on n'était plus dans ce syndrome de l'isolement total, mais on était dans une sorte de dialectique entre la société et nous, mais depuis notre canapé. Sauf qu'on se rend compte, en fait, que ce syndrome-là n'est pas tout à fait comme elle l'espérait, simplement des zones de respiration et des zones, en fait, pour restaurer un peu ses forces symboliques face à une société qui peut être dure, qui peut être rugueuse, mais devient finalement de plus en plus un lieu où on s'isole, un lieu finalement où on essaie de reconstituer un univers, un petit univers, en fait, dont les contours nous rassurent, qui nous quelque part nous positionne dans une posture où on fait venir entièrement le monde à nous, on ne conquiert plus le monde et on essaye surtout en fait d'en tracer des nouveaux contours. Voilà, on devient en fait les grands ordonnateurs de nos petits mondes. Et aujourd'hui, ça peut même se voir à travers des usages numériques où on a pris l'habitude de bloquer les gens qui nous agressent, où il y a même des logiciels comme Bodyguard qui nous permet en fait de donner notre avis sur un réseau social et de ne recevoir que des réponses globalement positives. Donc il y a tout un jeu en fait qui est à la fois de l'ordre de la posture sociale et aussi un peu de l'ordre du simulacre. Parce qu'évidemment, toute cette mise en scène quelque part d'une sorte de micro-sécession individuelle n'est qu'un fantasme. Alors on a beaucoup parlé des conséquences numériques sur nos modes de vie, mais également sur la formation de nos opinions politiques. On se rappelle notamment tous les débats sur les bulles de filtre, les algorithmes Facebook lors de l'élection de Donald Trump. En fait, on serait passé d'une culture politique dans laquelle on se confrontait à l'adversaire à ce que Vincent Coquebert nomme un lounge idéologique, c'est-à-dire un espace sans friction dans lequel tout le monde serait d'accord avec nous, puisque les opinions opposées ont été quelque part éjectées de notre champ de vision. Alors en France, ce sont des débats qui montent à un an de la présidentielle. Quelles sont les conséquences politiques de cette aspiration au repli, aux proches et aux communautés miroirs? On parle évidemment de communautarisme, de séparatisme,
mais je dirais qu'un peu au-delà de ces lieux communs hein, de la confrontation politique, on commence à voir monter cette aspiration à vivre sans toute une catégorie de gens, que ce soit les étrangers, les hommes, les femmes. Et on va écouter un extrait de la série South Park, et plus précisément une chanson tirée d'un épisode assez culte à propos des safe spaces. Alors ce sont ces lieux qui prônent une parole bienveillante, qui nourrissent le besoin de sécurité émotionnelle de la jeunesse américaine, un dispositif libérateur mais qui a souvent été moqué pour ses excès ou son rapport distant à la réalité. Everyone likes me and thinks I'm great in my safe space. My safe space. People don't judge me and haters don't hate in my safe space. Your safe space. Bulletproof windows, troll safe doors, nothing but kindness in here. You might call me a pussy, but I won't hear you in my safe space. Alors moi, une des questions que je me suis posée en lisant La civilisation du cocon, en tout cas jusqu'à une première bonne moitié, c'était est-ce que c'est si grave après tout? Est-ce que aimer rester chez soi plutôt que d'aller en soirée? Est-ce que regarder Netflix plutôt que d'être avec des vrais gens dans la vraie vie? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça prête vraiment à conséquence? Alors pour tout un pan de ces habitudes et de ces modes de vie, non, pas tellement. Je pense aussi qu'il faut pas tout mélanger et ça, Vincent Kochberg a la délicatesse de le souligner dans son livre. Les safe space, par exemple, à la base, ce sont des groupes de discussion pour savoir après mieux habiter le monde. En fait, c'est une sorte de tremplin vers l'extérieur et ils n'ont pas vocation à rester comme ça dans un entre-soi éternel. Par contre, et ça on le découvre à la lecture du livre, les choses deviennent plus gênantes quand on ne veut plus vivre avec les autres, soit par rejet, quand on fait vraiment sécession, ou soit par incapacité, quand on est trop anxieux vis-à-vis du monde extérieur, quand on est comme paralysé en fait. Une autre des conséquences politiques néfastes de l'entre-soi, c'est la construction de ces récits alternatifs à la réalité. Oui, là c'est carrément la fuite dans un imaginaire fantasmé en fait. Dans les cocons psychiques qu'on se fait, on peut se faire des films et dans ce cas-là, on est toujours le héros de ces films-là. C'est ce que l'historien Michel Pastoureau appelle l'enromancement du monde. Et ça, c'est un terreau très fertile pour le complotisme ou pour les délires survivalistes ou tous ceux où on se fait une réalité parallèle comme ça qui n'a plus grand-chose à voir avec le réel. On écoute à nouveau Vincent Kochberg nous en parler. Là où il y a quelque chose de mortifère et qui peut être aussi, à mon sens, être une dynamique un peu de déchirure du tissu social, c'est qu'on se rend compte en fait que avoir pu réaliser pendant un an cette espèce de fantasme latent d'isolationnisme et de micro-sécession fait qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, ils ne montrent pas une folle envie de renouer avec l'altérité, ils ne montrent pas une folle envie en fait de recréer une sorte de destin commun. Et on se rend compte qu'en fait, derrière le côté très inoffensif du cocooning et du repli et du confort, il y a toute une dynamique de la désolidarisation et toute une dynamique finalement du fantasme d'autonomisation qui nous fait en fait envisager la société comme de plus en plus quelque chose dans lequel on va contre. La question qu'on peut se poser, c'est et maintenant, que va-t-il se passer une fois qu'on sortira des confinements à répétition? Est-ce que cette tendance à se recroqueviller sur des petites bulles va se développer, se poursuivre? Selon Vincent Kochberg, qui utilise donc cette métaphore du cocon, le cocon c'est quand même l'espace transitoire qui permet de devenir un petit papillon, hein, et donc la menace qui pèse sur nous, ce serait que ça devienne un état permanent, qu'on ne veuille plus en sortir et qu'on le tisse de plus en plus pour s'y enfermer. D'ailleurs, dans un entretien assez intéressant de l'auteur avec le sociologue Jean-Claude Kaufmann, publié par le site de Marianne, ce dernier, Kaufmann, donc, rappelle que dès les années 80, il avait repéré, en fait, identifié cette aspiration au repli sur le foyer domestique. Il analysait à l'époque une coupure en deux de la société, dit-il. Il y avait d'un côté les vainqueurs, les gagnants, les mobiles, ceux qui étaient à l'aise avec cette injonction de vivre dangereusement, et puis il y avait une autre moitié de la société, les futurs gilets jaunes, dit-il, qui ne suivaient déjà plus. Là, nous sommes dans une situation différente selon Jean-Claude Kaufmann. Il ne s'agit plus d'une coupure en deux de la société, puisque ce sont les classes très actives elles-mêmes qui ont également envie de construire leur monde à elles, de s'enfermer dans leur bulle et de se séparer du grand monde, une forme de séparatisme du haut, pourrait-on dire.
Oui, et puis pour ne pas trop accabler les individus, je pense que c'est important de dire aussi que, en fait, s'il y a cette réaction de se mettre dans des bulles, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de futur désirable. On est quand même dans une période de crise climatique, de crise économique, de crise sanitaire, qui fait que l'avenir est assez incertain et que on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. L'époque était différente il y a quelques décennies. Ce qu'on appelle les boomers, voilà, de façon parfois un peu moqueuse, ont quand même grandi dans une ère de progrès et de prospérité, et ça leur conférait une certaine insouciance et une certaine témérité, voilà, cette envie un peu d'aller de l'avant, alors que les jeunes générations vivent quand même dans une société où l'avenir leur semble bouché et sombre. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à ces mécanismes-là de fuite ou de repli. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Après 20 minutes d'altérité, de confrontation et d'échange, ce qui n'est déjà pas si mal, chacun va pouvoir réintégrer sa bulle et continuer à tisser son petit cocon personnel. Merci Jean-Laurent, je retourne devant Netflix et nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Poire et Cahuètes.